Des maçons au pied du mur. Le comité chargé de suivre le plan présidentiel de reconstruction des deux régions était en conclave. C'était ce mardi à Yaoundé. Un manuel de procédure adopté. Détail en ouverture du 20h30. Huile de palme, les ménagères voient rouge, la production locale ne coule pas à flot. 70 000 tonnes à importer en 2020 pour combler le manque. La flambée des prix embrase les marchés. Déversement d'huile de palme dans le dossier du journal. En sport, la remontada de la Ligue de football professionnel du Cameroun face à la FECAFOOT. Le tribunal arbitral du sport réhabilite la LFPC. Le général Pierre Semengue tire déjà ses godasses pour reprendre les championnats après 11 mois de confinement. Voilà pour les titres. Mais avant toute chose, croisons nos efforts contre le coronavirus. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et d'abord, cet important communiqué du gouvernement qui nous parvient à l'instant et dont je vous donne tout de suite la teneur. Le gouvernement de la République a pris connaissance des appels à l'insurrection et au renversement des institutions de la République par des responsables d'un parti politique. Le gouvernement rappelle que ces faits sont prévus et réprimés par le Code pénal et les dispositions pertinentes de la loi numéro 2014-028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Le gouvernement de la République tient à rappeler qu'aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré en est le lancement d'un mouvement insurrectionnel et le renversement d'institutions républicaines démocratiquement élues. Par conséquent, tous ceux qui s'associent à un tel projet devront s'attendre à en répondre devant les instances judiciaires compétentes. Les forces de sécurité prendront à cet égard toutes les mesures nécessaires pour assurer fermement le maintien de l'ordre public et de la paix sociale. Fait à Yaoundé le 15 septembre 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. C'est une avancée dans la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un manuel de procédure a été adopté ce jour pour encadrer les interventions sur le terrain. C'était à l'issue de la deuxième session du comité de suivi tenu à l'immeuble Étoile. Laurentine Bekono. Auditorium des services du Premier ministre, ce mardi 15 septembre 2020, point principal inscrit à l'ordre du jour, l'adoption du projet de manuel de procédure, instrument de management moderne pour garantir la transparence et la traçabilité dans les opérations. La demande de population à la base qui souhaitait s'assurer que le plan sera mis en œuvre avec le maximum de transparence. Sous la très haute directive du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu nous demander de nous assurer de ce que aucun bénéficiaire, aucune ancienne victime de la crise ne soit laissé pour compte. Annoncé par le président de la République dans son message historique du 10 septembre 2019, la reconstruction des zones en conflit s'est matérialisée par l'élaboration du plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il vise pour l'essentiel à apporter l'assistance humanitaire d'urgence, à relever dans la dignité le niveau de vie des populations victimes, à reconstruire la paix et à entretenir un dialogue permanent sur les questions d'intervention pour un retour définitif à la paix, condition essentielle à la reprise des activités de développement dans cette partie du pays. Poursuivons à présent l'évocation du grand dialogue national tenu l'année dernière. Coup d'œil ce soir sur l'impact des recommandations concernant la décentralisation et le développement local qui, par exemple, prévoyait la suppression de la nomination des délégués du gouvernement. Augustin Guizana. Parmi la quinzaine des recommandations de la Commission décentralisation et développement local au Grand Dialogue national, il y avait la suppression de la nomination du délégué du gouvernement auprès des communautés urbaines.
Aujourd'hui, c'est chose faite. Cela a également été fait depuis les élections municipales du 9 février. Tout le monde a bien vu que dans les 14 communautés urbaines, les 14 villes du pays, les maires de ces villes ont été élus au sein des conseils de communautés urbaines. À travers des mécanismes juridiques, l'on note également aujourd'hui la réduction de l'autorité de tutelle, notamment sur les collectivités territoriales décentralisées. Question donc, dans quel cadre on observe encore des différends entre communes et mairies de ville ou encore entre maires et préfets? Ce n'est pas davantage des questions de tutelle, mais c'est davantage des questions de l'application du principe de complémentarité. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que les compétences ont été transférées aux communes et aux régions de manière à ce que l'exercice des compétences au niveau des communes soit complémentaire à l'action régionale, que l'action régionale soit complémentaire à l'action communale et que les deux actions soient complémentaires à l'action de l'État. Entre le maire de la ville et le maire de Yaoundé 6, est-ce que le plan de développement urbain de la ville de Yaoundé avait prévu la construction de ce genre de choses? Là-dessus, le code prévoit que désormais, les plans de développement des communes doivent aussi être connus en cohérence avec les plans de développement des régions. Pour les experts, le Cameroun franchit là un nouveau pas dans la démocratie locale. La crise sanitaire, les questions sécuritaires et la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national étaient au menu de l'entretien entre le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté et le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. C'était ce mardi à l'immeuble Étoile. Corinna Frique s'est confiée à Laurentine Bokono au sortir de cette audience. Nous la suivons. Le Premier ministre m'a expliqué la situation actuelle au Cameroun. D'abord, que le Cameroun a fait dans la lutte contre le Covid. Le Premier ministre m'a aussi expliqué la situation au nord-ouest. Pour nous, le grand dialogue national qu'on a suivi en Allemagne avec beaucoup d'intérêt est un signal très important. Et maintenant, c'est important de continuer, produire des résultats et améliorer la situation. Et je sais que Monsieur le Premier ministre lui-même est très engagé dans cette lutte. 1150 soldats camerounais en route pour Bangui. Il s'agit du 5e contingent de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MINUSCA. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon, leur a remis les étendards ce jour à Motieboum. C'est dans la région de l'Est. Pierre Evimbi. Motieboum, tout un symbole dans l'histoire de la formation des dignes produits des forces de défense, est choisi pour abriter la toute première cérémonie de prise d'armes délocalisée d'un contingent camerounais pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA. Ils sont au total 1150 éléments composés de 2 unités de police constituées, soit 280 gendarmes et un bataillon de près de 750 militaires. Le 7e contingent du genre, conduit par le colonel Zameyomba Richard, reçoit du plénipotentiaire du chef des forces armées le drapeau des étendards à faire rayonner à la République sœur de Centrafrique en proie à des crises profondes. Le ministre Joseph Betty Assomon, tout en précisant l'important dispositif et en équipement mis à leur disposition par le président de la République, n'a pas manqué de les mettre en garde. Nous vous souhaitons plein succès dans votre délicate et périlleuse mission en RCA. Soyez professionnels dans l'accomplissement des tâches, cultivez la cohésion et la fraternité d'âme dans vos rangs. Après une formation d'élite au centre de prédéploiement de Motieboum, ces hommes et femmes sont prêts à défendre la réputation pacifique du Cameroun ainsi que son savoir-faire et son savoir-être en République centrafricaine. Le président national du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, Jean-Claude Chanda-Tomé, était face à la presse ce mardi à Yaoundé. Le leader du MPDR invite au dialogue et à la réconciliation nationale dans un contexte préélectoral marqué selon lui par l'appel de certains acteurs politiques à l'insurrection. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné par Joël Igor Abanda. Nous voulons servir de point de rencontre des différences et des oppositions, de chambre d'arbitrage des querelles, des incompréhensions et des erreurs de jugement. Nous voulons certes demeurer des porteurs et des promoteurs du dialogue et de la réconciliation, des partisans acharnés de la paix
avec tous, par tous et pour tous. Voilà donc qui est clair, de l'huile rouge dans le dossier du 20h30. La production locale incapable de satisfaire les ménages et l'agro-industrie. En 2020, il faudra importer 70 000 tonnes d'huile rouge brute pour répondre à cette demande. Dans les marchés, hausse de 100 francs CFA pour chaque litre acheté. Et cela dure déjà quelques semaines. Cyril Kingembepe. Les prix pratiqués sur l'huile rouge dans les marchés de Yaoundé portent les marques d'une pénurie de la production locale. On vend le litre à 700 francs et le tanguy à 1000 francs, alors qu'avant le payait à 600 francs. C'est un litre d'huile rouge, c'est 3500 francs. On le vendait à 3000 francs. La demande des ménages et de l'agro-industrie ne peut être comblée par les seuls producteurs locaux. Le déficit annuel pourrait tourner autour de 50 000 et 100 000 tonnes. Cette année, il faudrait importer 70 000 tonnes d'huile de palme brute. Les industries de deuxième transformation vont aussi exporter, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'huile raffinée et le savon. Pourtant, la qualité du produit est appréciée. Notre système de transformation artisanale ne peut pas offrir une meilleure qualité d'huile. Pour avoir une bonne qualité d'huile, il faut que le régime, lorsqu'il est coupé, puisse mettre au maximum 24 heures pour entrer dans la machine de transformation. À en croire les détaillants, la saison des pluies pourrait renforcer l'impact de cette pénurie. Question à présent, comment résorber ce déficit d'huile de palme brute au Cameroun? Les experts proposent l'augmentation de la production via l'utilisation des semences de qualité. D'autres solutions coulent dans ce reportage de Lucrèce Mebenga. Seule une production de qualité en quantité peut garantir au Cameroun une récolte à même de combler le déficit de 160 000 tonnes d'huile de palme brute auquel il fait face. Il devient impératif de rentrer dans les plantations pour relever le niveau de l'eau fanue de palme brute. Et pour ce faire, il faut que les terres soient rendues disponibles. Parce que voyez-vous, la plantation industrielle demande des espaces importants. Et pour cueillir des fruits de qualité en abondance dans nos palmeraies, il faut au préalable mettre de bonnes semences en terre. Il faut que la semence de qualité soit également rendue disponible. Sinon, nous aurons des rendements qui sont faibles. Ensuite, il faudra bien que les itinéraires techniques soient également respectés. C'est en produisant davantage que nous serons en capacité d'importer peu dans la perspective de résorber le déficit. À ce jour, la production annuelle d'huile de palme est de l'ordre de 360 000 tonnes pour une demande industrielle estimée à plus d'1 million de tonnes par an. Dans notre série sur les aliments made in Cameroun, je vous propose en apéro ce soir des amuse-gueules, chips de plancton, cacahuètes et d'autres du même genre qui font concurrence aux produits importés. Ces aliments du terroir sont aussi bons pour les palais que pour les yeux. Laurence Okalia. Le Made in Cameroun fait croustiller l'économie. Dans les rayons, rien que le packaging de ces douceurs comme les chips de plantain, les cacahuètes, les caramels font déjà saliver. Et les prix battent toute concurrence. Les coûts des produits locaux sont nettement meilleurs que les produits importés. Mais d'où viennent-ils réellement? Pour le savoir, il suffit de baisser les yeux. La terre du Cameroun, riche et diversifiée, a permis aux producteurs de voyager sans décoller pour pouvoir manufacturer. Nous transformons le maïs, le soja, les arachides en plusieurs gammes de produits. On peut maintenant emballer sous un label. Nous faisons notre produit phare, c'est la bouillie. Ce sont des bouillies enrichies que nous mettons dans des divers conditionnements, dans des seaux pour lutter contre la malnutrition. De bouche à oreille, les consommateurs locaux ruminent les vertus de nos amuse-gueules. À dire que l'appétit pour le Made in Cameroun vient en grignotant. On poursuivra demain avec d'autres aliments sur notre table. 22 ans après sa création, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun dispose désormais d'un siège au quartier Ngouaekele, ici même à Yaoundé. L'inauguration de l'édifice, placé sous le haut patronage de la première dame Chantal Biya, était présidée ce mardi par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Joseph Clément Onga.
Un joyau architectural s'élève vers le ciel au quartier Ngoaekile à Yaoundé. L'immeuble de 3 étages est érigé en siège du GFAC, du grand art féminin, avec, entre autres, une salle de réunion, une salle de cérémonie, des chambres et des studios standing, un atelier de confection. Plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement, dont une subvention gouvernementale de 700 millions. Représentant la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, présidente d'honneur du GFAC, Achille Baseleking III, coupe le ruban de ce symbole de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Voilà 35 ans que ces femmes, au quotidien, avec opiniâtreté, se sont engagées au processus non seulement de création de richesses, mais de création d'emplois. Premier magistrat de la ville, Luc Messia Tangana salue ce bâtiment qui embellit sa cité. Le GFAC encourage ainsi la création des richesses et des emplois pour l'autonomie des femmes. Je veux que le gouvernement, on travaille main dans la main pour construire notre beau pays. Un appui exceptionnel de 50 millions de francs est promis au budget du centre d'incubation d'entreprises. La première promotion reçoit ses attestations de fin de formation. Nous allons ouvrir nos entreprises au CFCE et la majorité va devoir le faire d'ici le mois de janvier. Un cadeau symbolique destiné au chef de l'État, un second à Madame Chantal Biya, puis la découverte de la plaque commémorative avant la visite guidée des locaux. Le Cameroun est une terre d'opportunités. C'est un drame survenu au quartier Sam de Yaoundé il y a quelques jours. Une jeune dame ayant perdu le contrôle de son véhicule s'est écrasée du haut de l'échangeur. Le problème, cet ouvrage vétuste et sans garde-fou qui accélère l'insécurité routière. À quand sa réhabilitation? L'enquête du soir est signée Franck Evina. Le danger est permanent. Au-dessus d'une chaussée bruyante, une bretelle à sens unique au trafic intense et des glissières de sécurité rasées par le vide. Un trou sur le dispositif de garde-fou qui aurait été, selon des riverains, un facteur aggravant dans la récente sortie des pistes mortelles d'une jeune dame au volant de son véhicule. En début d'année, un pick-up rouge avait aussi dérapé à ce même endroit, effectuant une chute libre sur environ 6 mètres du haut de cet échangeur, mais le conducteur avait lui eu plus de chance. Face aux dangers qui planent autour de cet échangeur, les limites infrastructurelles indexées, l'incivisme routier aussi. On pouvait vraiment nous aider à mettre les garde-fous là. Ça devait éviter beaucoup d'autres prochains accidents. Je voudrais interpeller également l'ensemble des conducteurs, l'ensemble des usagers à une véritable formation en conduite automobile. En agglomération, le klaxon intervient en cas de nécessité. Ce klaxon doit être bref et modéré. Aussi, pour certains, les panneaux de limitation de vitesse, encore visibles, semblent ne servir que pour le décor. Le non-respect des limitations de vitesse est la première cause autant la destruction, n'est-ce pas, de ces ouvrages. À propos des solutions envisagées sur cet échangeur à problème, les administrations approchées n'ont pas voulu s'exprimer pour le moment. Des travaux de réfection s'imposent également à certains endroits de la nationale numéro 3, notamment sur le pont de la Sanaga à Idéa, de même qu'à Missolé, toujours dans la Sanaga maritime où la route est sous la menace d'un affaissement. Les travaux ont débuté heureusement ce jour, comme vous le verrez dans cette correspondance de Napoléon Bonaparte-Besson. En moins de 3 semaines déjà, 2 descentes d'une mission technique déléguée par le ministre des Travaux publics sur le site. Objet d'inquiétude reliant 2 métropoles, Yaoundé et Douala. Il y a juste les accès du pont, la chaussée d'accès qui a connu des dégradations du fait du freinage fréquent des véhicules. Et donc ce freinage a entraîné des nids de poules, la création de nids de poules, de bourrelets. Comme il y a un dos d'âne, ce qui amène les véhicules à ralentir. Et lorsque les véhicules ralentissent après une accélération, ça crée des efforts qui tendent à entraîner ces dégradations-là. La nationale numéro 3, reliant la ville de Yaoundé à celle de Douala, revendique d'énormes réflexions. D'abord sur la chaussée du pont sur la Sanaga maritime, mais également ici à Missolé, où un pont est sur le point de s'effondrer. Lorsque les fossés sont assez longs et qu'il y a des grandes pluies, que la quantité des eaux au niveau des fossés réussissent à affaiblir ce que nous appelons les exutoires, dont les différents de la route. Les travaux de réfection étaient annoncés, mais il pleut des côtes depuis le début de la matinée. Ces travaux de réfection seraient donc imminents.
la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Allons à présent au centre des opérations d'urgence de santé publique. La coordination de la lutte contre le coronavirus lance un avertissement aux fumeurs ce soir qui sont davantage exposés à la pandémie. C'est le message du point de presse qui vient de s'achever en présence de notre correspondant permanent Évariste Yenga, que nous retrouvons tout de suite au centre des opérations d'urgence de santé publique ici au quartier Messa à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald, 18% des Camerounais sont fumeurs actifs. Ils sont plus exposés, ils sont 2 fois plus exposés à la maladie à coronavirus Covid-19. Et la mauvaise nouvelle de ce soir, vous l'avez amorcé, c'est que la plupart des décès survenus majoritairement avaient un rapport avec les affections respiratoires. Mise en garde donc vis-à-vis des 18% des fumeurs, y compris les fumeurs passifs. Jusqu'où le tabac peut exposer au coronavirus, on le verra en plus clair tout à l'heure dans cet entretien que nous accorde le docteur Ubald Olinga Medjo. Il est pneumologue à l'hôpital Jameau de Yaoundé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le coronavirus Covid-19 est déjà mauvais voisin des comorbidités. On imagine que sa cohabitation avec le tabagisme n'est pas recommandée. Est-ce bien cela? Déjà, monsieur Yenga, il est très important, lorsqu'on parle de tabac, de tabagisme, d'expliquer ce à quoi expose le tabac. Nous avons 2 volets. Le premier volet étant qu'on est exposé à l'addiction, c'est-à-dire l'accoutumance lorsque nous fumons, et cela c'est l'œuvre de la nicotine. Et d'un autre côté, le côté organique, les maladies telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers de différents ordres, notamment du poumon, et les maladies respiratoires, notamment la bronchite chronique, sont donc l'œuvre du goudron ou d'autres métaux qui se retrouvent dans la cigarette. Par ailleurs, nous savons que le coronavirus atteint de façon préférentielle, pas exclusive, on est d'accord. De façon préférentielle, il atteint la sphère respiratoire. Et par conséquent, on peut comprendre aisément que le tabac affectant la sphère respiratoire, comme le coronavirus, ces deux ne peuvent pas faire bon ménage forcément. Ça c'est compris et aisément on peut s'interroger encore, on l'a lu parfois dans certains articles et davantage sur les réseaux sociaux, la nicotine et ses substituts pourraient limiter le risque de contamination au Covid-19. Finalement, ce ne sont que des allégations. Alors, durant cette pandémie, vous savez, il y a beaucoup de constatations qui ont été faites et beaucoup de recherches qui ont été implémentées. Certains chercheurs ont constaté que parmi leurs patients, il y aurait un pourcentage faible de patients fumeurs. Donc, ils ont implémenté un certain nombre d'études, mais pour le moment, ça, il est clair, il faut le dire, il n'y a aucune étude qui l'a démontré de façon formelle. Et l'OMS d'ailleurs nous met en garde que le tabac, au niveau santé publique, est pourvoyeur de beaucoup de pathologies, comme on vient de le dire au-dessus, c'est-à-dire pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires au sens large et les cancers. Avec, à l'heure active, environ 8 millions de décès par an de par le monde. Et ça, c'est indiscutable. Merci, docteur. C'est par là qu'on s'arrête. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Romuald. On le retient, la cigarette, le tabac et autres dérivés sont loin de pouvoir participer à la vaccination contre le coronavirus Covid-19. C'est le message de ce soir. À vous le plateau.
Merci Évariste, et c'est tout à fait noté. La 15e session de la Commission nationale de l'enseignement privé de base s'est ouverte ce matin à Yaoundé. Les travaux regroupent les responsables des établissements privés sur de nombreux problèmes de ce secteur, à l'instar de la contractualisation. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Tundingwa, présidait lui-même les cérémonies. Compte rendu, Sidoine Mankam. À quelques semaines de la reprise des classes, l'enseignement privé de base s'inquiète du grand nombre de difficultés. Le problème de financement de l'éducation est l'un des problèmes spécifiques. Les établissements agréés fonctionnent eux aussi en clandestinité vis-à-vis, par exemple, de la sécurité sociale. Ce bref aperçu de la situation donne la mesure de l'urgence d'une refondation de ce secteur de l'éducation. Les questions de subvention et de contractualisation au centre de cette 15e session de la Commission nationale de l'enseignement privé de base sont là quelques leviers à actionner pour impulser une nouvelle dynamique. Il s'agit de trouver une modalité de contractualisation de tous ces aspects pour que les jeunes Camerounais qui vont étudier dans cet ordre d'éducation soient aussi bien encadrés que ce que le secteur public fait pour lui-même. L'État réaffirme son accompagnement à ce secteur qui constitue un partenaire de poids dans l'éducation. Les travaux de 2 jours doivent déboucher sur des propositions concrètes pour de nouvelles orientations. Un centre pour soigner les femmes souffrant des fistules obstétricales inauguré à l'extrême nord. Une dizaine de patientes ont été opérées immédiatement après la cérémonie qui était présidée à Maroua par Mindjiawa Bakari, le gouverneur. Les détails avec Bakari Galdima. Plus question pour les femmes de l'extrême nord souffrant des fistules obstétricales d'attendre les campagnes de réparation pour se faire débarrasser de ces pathologies. Le centre de prise en charge de routine de l'hôpital régional de Maroua est déjà fonctionnel. Ce centre viendra combler un grand vide. Nous avons ici pratiquement dans toutes les familles des femmes qui ont ces problèmes. Au cours du lancement des activités de ce centre, une dizaine de femmes âgées de 22 à 50 ans venues des diverses localités de l'extrême nord ont gratuitement été opérées. Chacune d'elles caresse l'espoir de retrouver très bientôt la vie normale au sein de la communauté. Je n'arrive pas à uriner, maintenant c'est bien. Je suis contente. Pour le directeur de l'hôpital régional de Maroua, ce centre qui était un rêve est aujourd'hui une réalité. La chirurgie de la fistule obstétricale étant très délicate, cette phase de lancement a bénéficié de l'appui technique du professeur Thébe-Marie Pierre, un des pionniers de la lutte contre les fistules dans la région de l'extrême nord dans les années 2005-2007. En sport, ce coup de sifflet en faveur de la Ligue de football professionnel du Cameroun dans le conflit qui l'oppose à la Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport rétablit la Ligue après 11 mois d'inactivité. L'affaire, le verdict et ses suites, Joseph Guetta-Mandeng. Lancer une nouvelle saison sportive, c'est la préoccupation immédiate de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Réagissant à la décision du TAS, le président de la LFPC sollicite la convocation de la tutelle du sport au Cameroun pour une tripartite qui devrait mettre tout le monde d'accord. Nous interpellons le ministre des Sports de nous réunir pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire. D'autant plus que nous sommes pressés par les événements. Il y a Corona que nous avons. Est-ce que nous pouvons jouer pour que le ministère de la Santé se prononce? Pour la Ligue, il est urgent de faire démarrer les championnats professionnels dans les brefs délais. Il faudrait que tous les clubs soient impliqués. Les instances de la Ligue, la plus petite instance de la Ligue, c'est le bureau. Le bureau devrait pouvoir se réunir le plus rapidement possible pour lister les problèmes résolus. À travers un communiqué publié le 14 septembre 2020, jour du verdict du TAS, la FECAFOOT dit prendre acte de ce dénouement et compte soumettre ses conclusions à ses organes internes le 24 ou 25 septembre prochain. Un rappel, la Ligue de football professionnel du Cameroun, l'un des démembrements de la FECAFOOT, a été suspendue le 3 septembre 2019. Elle vient d'être rétablie après la sentence du tribunal arbitral du sport ce 14 septembre 2020. Avant de conclure, je signale cette abondante correspondance du président de la République du Cameroun. Il s'agit d'une série de télégrammes officiels adressés à un certain nombre de ses homologues, notamment du Guatemala, du Honduras, mais également du Nicaragua, du Salvador
et du Costa Rica. C'est à l'occasion de la célébration ce 15 septembre de la fête nationale de chacun de ces pays. Telle est l'actualité ce mardi. Merci de votre fidélité au 20h30. Je vous souhaite une agréable soirée sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées.